Bon, ben rebonjour Marc-Corentin. Ouais, Merci pour te Gaël, voir merci. une autre fois, et cette fois-ci pas en Suisse, mais à Paris. Ouais. Première fois en Suisse, on avait parlé de Mantou, on avait parlé d'évolution, des différents secteurs de l'entreprise, et maintenant on va parler plus de toi. Parce que je pense que c'est aussi important de voir comment est-ce que tu as évolué dans cette entreprise-là, et finalement quels sont les enseignements que tu en tires. Donc la première question finalement, c'est comment est-ce que tu as commencé chez Mantou. Chez Mantou, c'est un peu étrange au final. C'est-à-dire que je suis chez EY à cette époque-là. Je trouve un VIE en fusion-acquisition à Genève. Donc je postule. C'est sur quoi on m'appelle en me disant «Mais non, le poste est pris». C'est très bizarre parce que normalement on reçoit un email nous disant «Mais non, le poste est pourvu, au revoir». Je dis «D'accord, mais pourquoi vous m'appelez?» Et c'est là que c'est différent. C'est-à-dire que le poste est resté ouvert pour sourcer des profils et pour nous faire d'autres propositions. Et à l'époque, j'avance effectivement sur le job de responsable financier pour la France. D'accord. Et j'entre en 2013 sur ce job-là, avec 3 mois après des problématiques à Bucarest, 2 mois après des problématiques en Pologne. Je me retrouve avec un bout de l'Europe entre mes mains, le UK, les US. Quand j'arrive, il y a une vingtaine de pays et aujourd'hui, il y en a 60. Et donc, qu'est-ce qui t'a plu chez Mantou? Cette richesse de propositions déjà géographiques, mais J'ai jamais avancé tout seul dans cette aventure, mais on m'a toujours laissé proposer, en tout cas, ce qui me semblait logique, de par ce que j'ai vu qu'en Roumanie, ça fonctionnait comme ça, j'ai vu qu'en Pologne, ça fonctionnait comme ça, j'ai vu qu'au Vietnam, ça fonctionnait comme ça. Et en fait, sur cette base-là, je me dis, ton raisonnement est logique, si tu penses que tu as tout à cesser, ouais. allons-y. Et en fait, c'est là que ça change, on n'est pas dans un carcan très fermé, où il faut reporter à quelqu'un, qui reporte à quelqu'un, qui reporte à quelqu'un, et 6 mois après, il y a une décision qui tombe, qui est en accord ou pas avec ce que tu penses ou ce que tu fais, mais là, qui est vraiment un terrain qui est non, mais voilà, c'est bon, ce que tu nous présentes, ça tient la route, et que tu aies 25 ans ou 45 ans, quelque part, c'est presque le même process. Ta proposition, ta direction tient la route, vas-y. Et surtout, c'est là que je dis que j'aime avancer tout seul, surtout si ça ne se passe pas comme prévu, presque on s'appelle tout de suite, en fait. C'est là que ça change, c'est-à-dire qu'on ne met rien sous le tapis. C'est là qu'on revient sur le côté entrepreneur, intrapreneur. On avance, on déroule, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, on réajuste, on n'a pas de honte en fait. On apprend à marcher et on avance ensemble. Parce que pour mettre un peu de contexte, tu arrives en quelle année chez Man? 2013. Il y a quelques mois. Et ok, alors voilà, avec ces plus de 10 ans que tu as passé chez Mantou, quelles ont été pour toi les grandes étapes marquantes? C'est assez lié à la taille en fait de l'entreprise. Quand on fait 52 millions de chiffre d'affaires, quand j'arrive, on clôture 1 milliard, c'est pas les mêmes problématiques. L'écosystème qui nous entoure n'est pas le même. Quand on répond à des clients, quand on répond à des appels d'offres, quand on met en place des politiques sur les prix de transfert, par exemple. Donc, en fait, on doit s'ajuster, on doit s'adapter. Et ce qu'on peut faire à 100 millions, ce qu'on peut faire à 50 millions, c'est pas du tout la même chose que ce à quoi on doit répondre quand on va faire 1 milliard. Et au niveau des rôles, comment est-ce que tu as évolué au sein de Mantou? Personnellement, je m'en rends pas compte. Moi, je fais le même job depuis que je suis arrivé quelque part. Alors, pas vraiment parce qu'on n'a pas les mêmes outils, pas les mêmes équipes. Alors, on était 28 en direction financière quand je suis arrivé. Et quand je lâche la direction financière en décembre dernier à Romain qui nous a rejoints, on est 254. Donc oui, c'est pas la même chose. Il y a des équipes sur 22 pays. Mais en fait, quand on décide tous les jours, on ne se rend pas compte que ça change. Ouais. Et pour moi, ça, c'est le vrai sujet. On est 27. Oui, il faudrait que tu regardes la trésorerie. Ok, en fait, on se rend compte. Pour passer les effets de seuil que je mentionnais, il faut une personne de plus là-dessus, il faut une personne sur ce sujet, il faut une personne qui gère les flux. Tu découvres que les banques ont aussi en fait des catalogues de pricing qu'il faut mettre à jour dans tes systèmes pour le traquer. Mais si tu n'as pas quelqu'un qui le fait, il faut que tu aies quelqu'un en plus. Et donc en fait, les équipes, soit la trésorerie, soit le contrôle de gestion, soit la direction financière, les ouvertures pays, tout change en fait. Donc, mais ça, c'est au quotidien. Avant de commencer un petit échange là, je finissais un entretien de quelqu'un qui me disait que sur une des sociétés qu'elle avait accompagnées, c'était 20 à 30% de croissance par mois. Quand on voit des choses comme ça, il faut juste se rendre compte, c'est que tous les 3 mois, la taille de la BU qu'on gère ou de la société a doublé. Donc la problématique qu'on a quand on fait 1 million, quand on fait 2 millions 3 mois après, quand on fait 4 millions 2 mois et demi après, mais ça n'a rien à voir en fait. Il n'y a pas de milestone clé où on se dit « Ah, je deviens directeur financier ». Je me souviens quand Olivier Bourran m'appelle et qu'il me dit « Tu vas prendre le poste de directeur financier, ce sera toi ». Ok, c'est un milestone parce qu'il y a un job title. Mais mon job le lendemain, c'est exactement le même, avec une exposition qui est différente. Le job en lui-même, c'est coacher des équipes, faire grandir les gens, s'auto-challenger parce qu'on est challengé par nos équipes. En fait, c'est accepter de se tromper, reconnaître,
quand on se plante sur un sujet. Et surtout, pour moi, l'important là-dessus, c'est comment est-ce qu'on réajuste le curseur. D'accord. C'est ça qui change tout, parce que je pense qu'on n'est plus dans les entreprises des années 80 où il y a un grand chef en haut qui décide tout. Moi, c'est parce que je suis directeur financier que, en tout cas, le job que j'ai occupé sur les diverses années, que c'est moi qui avais raison sur tout. Non, il y a des sujets fiscaux, des sujets de contrôle de gestion. C'est probablement les équipes qui bossent au quotidien avec ces sujets-là qui ont raison, et pas moi. Okay. Et c'est comment est-ce qu'on est capable d'écouter. Et c'est là qu'on parle ensuite de signaux forts et de signaux faibles. Signaux forts, la démission de quelqu'un, là on le voit. Signaux faibles, on voit qu'il y a des reportings qui ont du mal à sortir. On voit qu'il y a ces sujets-là qui ont du mal à percer. C'est ça qu'il faut regarder. Ça ne sort pas dans la direction qui était prévue. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, tu as un nouveau rôle. Tu es exécutif vice-président finance. Est-ce que c'est les mêmes tâches? Est-ce que tu apportes la même chose? C'est-à-dire peut-être cette adaptation finalement, financière à ces nouveaux seuils que Mantoux dépasse un à un? Il y a un vrai change pour le coup sur le job depuis que Romain nous a rejoints. C'est comment est-ce que je laisse lui structurer ce qu'il a vu de grandes entreprises. Parce que pour le coup, il devient quelque part sur ce qu'il faut faire plus compétent que ce que moi je suis capable d'apporter. En revanche, je me retrouve avec un rôle de challenge extérieur. Le quoi, quelque part, lui appartient à lui. Il sera plus compétent. En revanche, le comment est-ce qu'on fait rentrer ça dans un cadre qui est l'aventure qu'on a créée chez Mantoux. Comment est-ce qu'on utilise nos compétences pour faire changer, pour adapter la direction dans laquelle on va. Ok. Sur ces 11 années que tu as passées chez Mantoux, donc tu as quoi, 10 ans de directeur financier à peu près? Ouais. Est-ce que tu peux revenir avec nous peut-être sur un moment qui t'a marqué, un moment précis où tu as dû prendre des responsabilités et qui finalement pour toi est une bonne manière finalement de résumer ces années en tant que directeur financier? Il y a deux en réalité des moments. C'est le jour où on se rend compte de la taille des équipes qu'on gère. Voilà. On se dit qu'on embarque là-dedans 150, 200 personnes. Ça, c'est le premier vrai challenge, c'est qu'il y a des gens qui nous attendent sur des sujets. Là où moi, j'ai toujours dit, je me lève le matin, je fais mon job du mieux que je peux, je passe ma vie au téléphone, j'essaie d'accompagner les équipes, de faire grandir ça, et tout est naturel. À un moment, ça ne l'est plus, en fait. Et on doit se poser, on doit réfléchir, on doit structurer. Moi, je me souviens de ce jour-là, il y a quelqu'un qui me dit, non mais en fait, il faut que tu mettes en place une communication récurrente pour que ce soit clair pour les équipes. Je me dis, donc là, je vais faire un meeting tous les trimestres. Il y a 250 personnes qui m'écoutent parce qu'elles ont besoin de ça et c'est demandé aujourd'hui. Et je me dis, ouais, c'est pas la même dimension. Ça s'orchestre. Il faut appeler les différents middle managers pour savoir les messages qu'il faut faire passer. Comment est-ce qu'on remotive les équipes? Comment est-ce qu'on garde tout le monde intéressé? Ça, c'est un gros challenge pour eux. Deuxième en face, c'est quand on commence à avoir des partenaires financiers extérieurs, c'est les banques. Là, ce qu'on dit est cristallisé. On est quand même une entreprise en forte croissance. C'est pas ce qui rassure. Et donc, comment est-ce qu'on explique que tout ce qu'on fait, en fait, est maîtrisé, est normal et qu'on sait où est-ce qu'on va? Et donc là, effectivement, c'est pareil. La parole, le positionnement qu'on a, en interne, commence à peser énormément parce que les gens attendent des inputs de notre part. Et en externe également. Dans quelle mesure est-ce qu'une banque te fait confiance? Et là, effectivement, je vais le dire comme ça, mais on ne joue plus, en fait. Parce que le mauvais positionnement, ça peut avoir des conséquences. Pour moi, c'est vraiment la singularité de Mantoux, c'est qu'on passe de cet état d'esprit vraiment start-up qui existe toujours à une entreprise plus importante où on veut garder quand même ce mindset start-up, mais il faut finalement s'aligner avec différentes obligations. En tout cas, on en a parlé dans le premier podcast. Ce que j'aimerais vraiment que tu partages aussi, c'est toi qui arrivais avec cette mentalité start-up, Mantoux, et qui a vu cette entreprise grandir et aujourd'hui s'établir comme une grande entreprise. Quel conseil tu pourrais donner à deux directeurs financiers qui soit n'ont jamais connu ce mindset start-up, soit en sont plein dedans? Quand on a une conviction, je pense qu'il faut la porter. Moi, c'est vraiment, on en envie, et c'est une des premières discussions avec Olivier Bouin à l'époque. Mon job, c'est de faire changer les choses. Comment est-ce qu'on aide le business à faire mieux, à prendre d'autres décisions, à se positionner différemment? Donc, il y a vraiment ce côté leader, dans le fond. Et c'est là que je reviens, on n'est plus dans les années 80-90, où, quelque part, l'input qu'on va donner, il servira pas, il arrive 30-60 jours après les décisions, et ça rassure ou ça inquiète, et puis voilà. Donc, la finance ne peut plus, quand on doit prendre des décisions rapides, être une fonction support. C'est une fonction qui est décidée au quotidien. Et donc, comment est-ce qu'effectivement, on comprend les problématiques opérationnelles pour aider tous les jours, toutes les semaines, nos directeurs, quelque part, si je me positionne dans un écosystème Mantoux, prendre des décisions. Et est-ce que c'est aussi peut-être grâce à ce mindset-là que toi tu as, qui t'a permis en fait d'évoluer aussi rapidement chez Mantoux? J'entends ce que tu veux dire. C'est un mix d'énormément de choses. C'est un mix forcément. Nous, il y a des matrices moi, que j'apprécie particulièrement quand je fais passer l'entretien des gens, c'est le disque qui se découpe en 4 couleurs, pour ceux qui connaissent, rouge, vert, jaune et bleu.
Et ça permet d'avoir le profil de personnalité, donc rouge sur le côté fonceur décisionnaire, Ouais. jaune démontrer j'existe, vert people et bleu très analytique. Moi, je dois être un des seuls directeurs financiers qui n'a pas de bleu. Enfin, j'ai du bleu parce que c'est mon métier de base, mais c'est pas le truc qui m'accompagne le plus dans ma vie. Il y a beaucoup plus de rouge qui est on décide, on récupère les feedbacks, on ajuste, on avance. Et en fait, c'est comment est-ce qu'on met notre énergie, non pas à s'arrêter sur la virgule qui est ah oui, mais 18,92, c'est pas pareil que 18,62. Ça m'a jamais intéressé. Et Olivier Bouran pourra le dire. Hein. Moi, un reporting qui sont en retard, c'est pas grave. Parce que si par l'instant, on a accompagné un gros client, un business plan sur un deal en cours, ou qu'on allait négocier effectivement un impact ailleurs, on a fait plus notre job que d'avoir le reporting qui est sorti le 26 du mois. C'est ça qu'il faut qu'on gère aujourd'hui. Et je pousse encore aujourd'hui les équipes. Ouais, mais votre reporting, on verra après. Ouais. Prends un Excel, on fait un truc à la grosse louche, on voit dans quelle direction ça va et ça fonctionne. Mais je pense que c'est cette mentalité qu'il faut avoir. Parce qu'en plus, c'est vraiment la mentalité des startups, celle-ci. De se dire, on y va, on lance, on voit le résultat, et puis on ajuste. Parce que quand Mantou connaît une croissance de 55% de moyenne par an. Ouais, 55% annuel. Ouais, tu peux pas te poser 10 000 questions sur le reporting. Tu dois vraiment viser juste et foncer. Et quand même tu vises pas juste, tu es un peu à côté, tu ajustes. Il y a un truc qui n'existe pas beaucoup en France, mais qui existe beaucoup plus aux US ou au UK par exemple, c'est le côté retournement d'entreprise. Corporate turnaround. Où il y a des gens qui sont vraiment spécialisés là-dedans, qui sont, je prends une boîte qui est en difficulté, je la rachète pour pas grand-chose, voire pour zéro. Je vais faire mon management package avec, et j'en fais autre chose. Et en fait, en quoi c'est intéressant, quand on a les patterns des entreprises qui se plantent, hein, on va voir qu'il n'y a pas de reporting, il n'y a pas de management. Oui, il y a 10 reporting par an, on regarde ce qui se passe. Non, une boîte, ça se pilote à la semaine. C'était le grand défi de Mantou avec cette croissance-là. Non, c'est comment on garde. Pour moi, le vrai challenge, c'est comment on garde ça. Le challenge pour toi, c'est vraiment comment est-ce que j'arrive à garder cet échange-là hebdomadaire pour pouvoir tenir cette croissance-là. C'est d'ajuster pratiquement tous les jours. Mais vous faites face aussi à d'autres défis qui sont liés à cette croissance importante que d'autres entreprises ne pourraient pas avoir, non ? Plus spécifique. Aujourd'hui, on a quand même un paradigme, pour le coup, différent. Le changement, il est permanent. L'incertitude, on l'a vu avec le Covid, mais on le voit encore aujourd'hui, l'incertitude, elle est tout le temps, en fait. Avant, c'était, on est sûr de ce qui va se passer, il y aura peut-être un paramètre incertain. Maintenant, c'est l'inverse. C'est ce qui se passe demain. Ni les analystes, ni les banquiers, ni la bourse, ni les meilleurs traders, ça ne fonctionne plus. En fait, on est dans un écosystème qui est incertain. Donc, si on n'ajuste pas au quotidien, en hebdomadaire, et qu'on fait ça uniquement 10 fois par an, on n'y arrivera pas. Moi, j'avais une question spécifique, je pense, sur des entreprises comme ça qui croient aussi vite. C'est comment est-ce qu'on gère aussi les questions de recrutement ? Tu me parlais tout à l'heure de réaliser un moment qu'en fait, on gère 250 personnes. Comment tu dis, je choisis les bonnes 250 personnes ? Alors déjà, je prends cette semaine, hein. Je vais regarder parce que je fais la comparaison. J'ai 6 entretiens. Voilà. On voit des gens tout le temps. Ça, c'est le premier sujet. Et pourtant, tu es exécutif vice-président. Il y a des boîtes où aujourd'hui, les recrutements, on les laisse pour les analystes. La plupart des boîtes que je vois autour de nous, ils voient des gens quand ils ont des besoins. Nous, on voit des gens tout le temps. Parce que ça répond à 2 choses. Pour recruter les meilleurs, il faut en avoir beaucoup. Et quand on fait de la croissance, il faut des gens en avance. Je prends un exemple très simple. Hein. Si j'ai besoin de gens qui gèrent la facturation, c'est pas quand j'ai 1000 factures de plus sur mon bureau qu'il faut embaucher quelqu'un. Hein. Il faut que la personne, elle arrive 2 mois avant pour gérer les 1000 factures de plus qui vont arriver. On n'embauche pas qu'un payroll officer quand on a 1000 salariés de plus à payer. Non, il faut qu'il soit arrivé un petit peu avant, voire beaucoup en avance. Et donc, en fait, il faut qu'on voit des gens tout le temps. Pour ces 2 raisons-là, c'est les bons talents, les bonnes compétences et avoir des gens en avance. Si on n'a pas des gens en avance, en fait, tu te retrouves à ralentir parce que demain, tu as un client, prends l'industrie pour sortir de la tech, tu as un client qui dit qu'il faut produire 10 000 chaises. Si tu n'as pas prévu ta chaîne de production, tu es capable de produire 10 000 chaises. Ouais. Ça sert à rien de le dire, ouais. En fait, non, mais tu perds le business, il ira ailleurs. Donc, il faut qu'on ait des gens avant pour que notre outil de prod de fonctionnement soit pour le coup en permanence un petit peu en avance sur notre croissance. Et pas trop en avance, sinon on a un problème de rentabilité. Je vois des gens tout le temps qui par moment peuvent me poser la question, mais c'est quoi le job que vous me proposez ? Ah non, je ne vous propose pas de job. On voit des gens, je vous explique qui on est, je vous explique les opportunités qu'on peut avoir. Ce qui m'intéresse, c'est votre profil à vous. Et par moment, cette personne-là le soir même, je vais l'appeler pour lui proposer un job. Dire, on a pensé à ça, voilà le job, rencontrer un tel et un tel à Paris, à Lyon, à Genève, à Zurich, et on voit si ça le fait. Et des fois, 3 mois après, on a quelqu'un qu'on a gardé, ce qu'on va appeler un pool de candidats, et on voit ce qu'on fait. Maintenant, j'ai envie de poser des questions qui vont finalement faire écho au chemin que tu as parcouru chez Mantou, et donc te demander
pour toi, sur ces 11 ans-là, quel a été le moment le plus gratifiant? Je pense qu'Olivier Bourron m'appelle et me dit tu vas prendre la direction financière du groupe. Et Olivier le sait, donc quand il écoutera ça, on va dire je savais pas si j'allais me faire virer. Si j'allais être pro. C'est vrai, j'avais déjà dit à Olivier. Parce qu'en fait, on est dans le jus, on est dans le dur, Ouais. on est en plein dedans. Et donc là c'est un monde qui change. C'est une exposition qui est externe, c'est quelque chose qui est différent. Donc, on peut pas ne pas être fier de ça. On te l'annonce l'année dernière? Quand on me propose effectivement la direction financière du groupe, j'ai 29 ans, donc il y a 7 ans. Je sens un coup de fil, effectivement. Ça montre encore cette jeunesse chez Mantoux, c'est fou de se dire qu'à 29 ans, poser un poste exécutif. On parlait avec Ludovic, qui est un ami de l'ESSEC, on connaît très bien. Et pareil, la première chose qu'il m'a dit, c'est vraiment, j'aurais jamais imaginé qu'en 3 ans, je devienne directeur chez Mantoux. Ouais, j'aurais pas parié sur moi non plus, mais c'est pas parcours singulier pour tout le monde. Ouais. je pense que c'est ce qu'on essaye de continuer à faire et de reproduire, malgré le fait qu'on ait cherché des talents aujourd'hui qui ont de l'expérience, parce que la taille fait qu'on doit avoir aussi des retours d'expérience. Ces gens-là, je parlais de Romain par exemple, il a vu le pilotage d'une direction financière à une entreprise qui fait 10 fois notre taille, donc c'est nécessaire. Et donc finalement, qu'est-ce que tu dirais à ces jeunes-là qui aspirent à avoir un parcours dans la finance? Il n'y a pas de limite en fait. Faites ce qui vous fait marrer. Pour moi, restez pas dans une boîte qui vous inspire pas. Souvent, c'est plus le manager qui drive. Bossez avec des gens qui vous font marrer, qui vous inspirent. Je pense qu'il n'y a rien d'autre qui compte en réalité. Avant 30 ans, choisis pas un job pour ton salaire. Je pense que c'est le meilleur conseil que j'ai jamais reçu. Ça change tout parce que on se lève pas de la même manière le matin. Maintenant, pour cette dernière partie de ce second podcast, j'aimerais revenir un peu sur les liens entre Mantoux et l'ESSEC, parce que à travers mon profil, je représente aussi les jeunes de l'ESSEC. Encore une fois, notre but, c'est recruter les meilleurs. Bon, l'ESSEC a la réputation qu'elle a, donc c'est l'avantage. Et c'est comment nous, en tant que groupe non coté, qui a jamais levé de fonds, qui appartient pas à un fonds d'investissement, existe auprès d'écoles comme l'ESSEC. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on encourage ou on inspire effectivement des jeunes étudiants à nous rejoindre pour aller faire une carrière ou pour nous accompagner dans cette croissance qui continue. Et donc c'est vrai qu'on a Olivier qui est intervenu au mardi de l'ESSEC en mars dernier pour partager son parcours, mais surtout le côté entrepreneuriat. Ouais. Et je pense que c'est ce qu'on essaye de présenter pour le coup. On en est pas mal avec le bachelor aussi de l'ESSEC qui permet, sur des carrières différentes, sur des approches différentes, d'encourager, d'expliquer les profils qu'on peut être amené à aller chercher. On a eu aussi autre chose, c'est qu'on avait un groupe pour le coup sur la partie IA. Et on avait mené un workshop effectivement avec des étudiants de l'ESSEC, quelques études. Comment est-ce qu'on continue quelque part d'embaucher des gens de l'ESSEC, de les faire grandir et de grandir ensemble. Parce que là, on parle des jeunes de l'ESSEC, mais aussi, j'imagine, les anciens de l'ESSEC, les alumni qui pourraient se voir proposer une offre chez Mantoux. Est-ce que ton parcours que toi, tu as connu peut très bien, aujourd'hui, revivre à travers un ancien de l'ESSEC? Complètement. Je pense qu'il n'y a pas photo. On est présent sur 60 pays. Bon, il en reste une bonne 150 à ouvrir, c'est l'avantage. Je ne crois pas qu'il y ait un plafond de verre, ce que je dis souvent quand j'ai les gens en entretien. La limite, quelque part, de ce que vous serez capable de faire, c'est plus la vôtre que l'entreprise. Nous, aujourd'hui, on accueille des gens, qu'il faut faire mieux, qu'il faut faire différemment, qu'il faut retravailler, qu'il faut repenser. Je disais, notre job, c'est d'ajuster. Je pense que si on s'arrête d'ajuster, c'est compliqué. Pour le podcast Voix de la Finance, dans quel secteur de la finance, en particulier, vous recrutez chez Mantoux? Que ce soit du contrôle de gestion, du taxe, des responsables financiers, des responsables de zone. Il n'y a pas de job pour le coup sur lequel on ne recrute pas. Ok, très bien. Donc, merci Marc-Corentin. Merci Gaël. C'est la fin de ce second podcast. Et donc voilà, je suis très content avec toi d'avoir pu faire ces 2 épisodes là, Suisse et Paris. Ça marche. Merci beaucoup Gaël. Bonne journée.